à 100 000 km/h, tu es immobile. Totalement, absolument immobile dans l'océan cosmique qui t'entoure. Les fusées les plus rapides jamais construites, les sondes qui ont frôlé le Soleil, les vaisseaux qui ont quitté notre système solaire, toutes ces machines que nous célébrons comme les triomphes de l'ingénierie humaine, ne sont que des escargots paralysés dans un univers qui se déplace à des vitesses que ton cerveau ne peut même pas commencer à conceptualiser. Et ce soir, tu vas découvrir pourquoi nous sommes prisonniers. Pourquoi ? Peu importe la technologie que nous développerons, peu importe les siècles qui passeront, il existe une limite absolue, une barrière invisible mais infranchissable qui nous condamne peut-être à rester seuls pour toujours. Ce documentaire va explorer 3 mystères qui devraient te glacer le sang. Premier mystère, pourquoi la vitesse que nous considérons comme impossible aujourd'hui ne représente même pas 1% de ce dont nous aurions besoin pour véritablement explorer l'univers. Deuxième mystère, pourquoi les lois de la physique elles-mêmes semblent conspirer pour nous maintenir enfermés dans notre minuscule coin de la galaxie. Troisième mystère, ce qui arrive réellement à la matière, au temps, à la réalité elle-même, lorsque quelque chose s'approche de cette limite ultime. Et pourquoi cela pourrait signifier que nous ne sommes pas seulement prisonniers de l'espace, mais aussi du temps. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui te quittera le sommeil. Quelque chose qui changera ta perception de chaque mission spatiale, de chaque annonce de la NASA, de chaque film de science-fiction que tu as vu. Tu vas comprendre pourquoi les étoiles que tu vois la nuit ne sont pas des destinations, mais des mirages, des fantômes lumineux d'endroits que nous ne toucherons peut-être jamais, peu importe combien nous le désirons. Si les mystères du cosmos te fascinent, si tu veux comprendre les véritables limites de notre existence, abonne-toi maintenant. Le voyage commence immédiatement et il ne ressemblera à rien de ce que tu imagines. Parlons d'abord de ce que l'on te raconte, la version officielle, l'histoire que les agences spatiales et les médias aiment présenter. Ils te disent que nous progressons constamment, que chaque décennie nous rapproche des étoiles. Ils te montrent des fusées plus puissantes, des moteurs plus efficaces, des projets ambitieux pour atteindre Mars, puis Jupiter, puis au-delà. Ils te parlent de propulsion ionique, de voiles solaires, de moteurs à fusion nucléaire qui pourraient un jour nous propulser à des vitesses jamais atteintes. L'optimisme technologique règne. Nous avons divisé par 10 le coût des lancements spatiaux. Nous avons des fusées réutilisables. Nous planifions des colonies sur d'autres planètes. Le message est clair. L'espace est à notre portée. C'est juste une question de temps et d'investissement. Cette vision rassurante repose sur une progression linéaire. Si nous avons pu passer de la première fusée aux missions lunaires en quelques décennies, si nous avons envoyé des sondes jusqu'aux confins du système solaire, alors sûrement, avec quelques siècles de développement supplémentaires, nous pourrons atteindre les étoiles les plus proches. C'est logique, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionne le progrès humain. Chaque génération construit sur les découvertes de la précédente. Les limitations d'aujourd'hui sont les banalités de demain. Les ingénieurs te diront que nous avons déjà identifié plusieurs technologies prometteuses. Le moteur ionique Vasim-R pourrait théoriquement atteindre des vitesses de 70 km par seconde. Les projets de voiles photoniques, propulsés par des lasers terrestres, pourraient accélérer des nanovaisseaux à 20% de la vitesse de la lumière. Le projet Breakthrough Starshot a déjà reçu des centaines de millions de dollars de financement pour cette approche. Des physiciens respectés travaillant sur des concepts de propulsion à antimatière qui pourraient théoriquement nous faire atteindre des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Tout cela semble encourageant, ambitieux certes, mais pas impossible, juste difficile. La version officielle te dit que nous sommes comme les explorateurs européens du XVe siècle, regardant un océan Atlantique qui semblait infranchissable. Ils l'ont traversé. Nous traverserons l'océan cosmique. C'est une question d'ingéniosité, de détermination, de ressources. Voici la version qu'ils préfèrent, ne pas trop approfondir dans les communications grand public. La version qui ne vend pas de rêve, qui ne remplit pas les salles de conférence, qui ne fait pas de belles images pour les documentaires optimistes. Commençons par un simple calcul que personne ne te présente clairement. L'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière.
Cela signifie que la lumière elle-même, voyageant à environ 300 000 km par seconde, met 4 années et 2 mois pour parcourir cette distance. Maintenant, prenons la sonde la plus rapide jamais construite par l'humanité, la sonde solaire Parker, qui a atteint 163 km par seconde lors de son approche du Soleil. À cette vitesse record actuelle, combien de temps faudrait-il pour atteindre Proxima Centauri? Environ 7800 ans. Lis ce nombre encore une fois. 7800 années. C'est plus long que toute l'histoire de la civilisation humaine depuis l'invention de l'écriture. C'est 3 fois plus long que l'âge des pyramides d'Égypte. Et nous parlons de l'étoile la plus proche, notre voisine immédiate dans l'échelle cosmique. La deuxième étoile la plus proche est presque 2 fois plus éloignée. Le centre de notre galaxie, à notre vitesse maximale actuelle, il faudrait environ 500 millions d'années pour l'atteindre. Des empires d'espèces entières pourraient naître, évoluer et s'éteindre dans ce laps de temps. Mais d'accord, tu pourrais dire, nous allons développer des technologies plus rapides. Prenons donc l'exemple le plus optimiste actuellement sur la table, le projet Breakthrough Starshot que j'ai mentionné. Ce projet propose d'accélérer de minuscules sondes, pas plus grandes qu'un timbre-poste, à 20% de la vitesse de la lumière, en utilisant des voiles ultra-légères poussées par d'immenses batteries de lasers terrestres. À cette vitesse, ces nanosondes atteindraient Proxima Centauri en environ 20 ans. 20 ans. C'est déjà beaucoup mieux, non? Envoie-le la sonde aujourd'hui. Reçoit les images dans environ 40 ans en comptant le temps de retour du signal. Une génération. Faisable. Sauf que cette technologie ne peut transporter que quelques grammes. Pas d'humains. Pas d'instruments scientifiques sophistiqués. À peine des caméras rudimentaires et un transmetteur minuscule. C'est essentiellement jeter une carte postale à travers l'espace interstellaire en espérant qu'elle survive au voyage et puisse envoyer quelques pixels d'informations en retour. Et même ce projet incroyablement ambitieux nécessite des avancées technologiques majeures que nous n'avons pas encore réalisées. Les lasers requis devraient générer une puissance combinée d'environ 100 gigawatts, l'équivalent de toutes les centrales nucléaires des États-Unis fonctionnant simultanément. Les voiles devraient être fabriquées avec des matériaux d'une finesse atomique qui n'existe pas encore à l'échelle requise. Les nanosondes devraient survivre à l'accélération brutale, puis à des décennies de bombardement par la poussière interstellaire qui, à 20% de la vitesse de la lumière, frapperait avec la force d'explosion nucléaire microscopique. Alors prenons du recul. 20% de la vitesse de la lumière pour quelques grammes de matériel électronique. C'est notre scénario le plus optimiste avec une technologie qui n'existe pas encore complètement. Et cela ne nous donne accès qu'à une seule étoile parmi les 400 milliards que contient notre galaxie. Mais la vraie question, la question qui devrait vraiment te déranger, n'est pas de savoir si nous pouvons construire ces technologies. C'est de savoir s'il existe une limite fondamentale, une barrière absolue, inscrite dans la structure même de l'univers, qui nous empêchera toujours d'aller au-delà d'un certain point. Et la réponse est oui. Cette barrière existe. Elle s'appelle la vitesse de la lumière. Et elle n'est pas juste une limitation technique que nous pourrions contourner avec assez d'ingéniosité. C'est une loi cosmique absolue, aussi fondamentale que le temps lui-même. En fait, comme tu vas le découvrir, la vitesse de la lumière et le temps sont la même chose, vus sous des angles différents. Voici où l'histoire devient véritablement troublante. Albert Einstein a démontré en 1905 que rien, absolument rien dans cet univers ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Ce n'est pas une limitation d'ingénierie. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas trouvé le bon carburant ou le bon moteur. C'est parce que l'univers lui-même est construit de telle manière que dépasser cette vitesse équivaudrait à voyager en arrière dans le temps, à violer la causalité, à créer des paradoxes qui détruiraient la cohérence même de la réalité. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse au sens où nous comprenons habituellement le terme. C'est plutôt la vitesse à laquelle la causalité elle-même se propage dans l'univers. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager d'un point à un autre. C'est la structure de l'espace-temps elle-même. Et voici le cauchemar. Même si nous pouvions, par quelques miracles technologiques, construire un vaisseau capable d'approcher cette vitesse limite, même si nous pouvions atteindre 90%, 99% de la vitesse de la lumière, nous nous heurterions à un mur encore plus pervers.
Plus tu t'approches de la vitesse de la lumière, plus ton vaisseau devient lourd. Pas lourd dans le sens où il accumule de la masse supplémentaire, mais lourd dans le sens où sa masse relativiste augmente exponentiellement. Pour accélérer un objet qui s'approche de la vitesse de la lumière, même d'1 km par seconde supplémentaire, il faut de plus en plus d'énergie. Pas juste un peu plus, exponentiellement plus. À 90% de la vitesse de la lumière, ton vaisseau spatial pèse déjà environ 2,3 fois sa masse au repos selon les équations relativistes. À 99%, ce facteur monte à environ 7. À 99,9%, nous parlons d'un facteur de 22. Et plus tu t'approches de 100%, plus ce nombre explose vers l'infini. Atteindre exactement 100% de la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. Pas beaucoup d'énergie, pas toute l'énergie disponible dans le système solaire. Une quantité infinie d'énergie. Ce qui, dans notre univers fini, signifie impossible. Physiquement, mathématiquement, absolument impossible. Nous sommes donc confrontés à une vérité dérangeante. L'univers nous a donné un terrain de jeu de proportions inimaginables. Des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Des quantités astronomiques de planètes, peut-être des civilisations innombrables, des merveilles au-delà de notre imagination. Et en même temps, il a installé une limite de vitesse cosmique qui rend 99,9% de ce terrain de jeu complètement inaccessible. C'est comme si l'univers était un musée infini avec des salles s'étendant à perte de vue dans toutes les directions, remplies des plus extraordinaires trésors imaginables. Et nous sommes enfermés dans la première salle avec un panneau qui dit « Vous pouvez regarder à travers les fenêtres, mais vous ne pourrez jamais, jamais traverser ces portes. » Pire encore, le problème ne s'arrête pas à la vitesse. Il y a aussi la distance elle-même. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Même si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, ce que nous ne pouvons pas, il nous faudrait 100 000 ans juste pour traverser notre propre galaxie. La galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche, est à 2,5 millions d'années-lumière. L'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière. Ces nombres ne sont pas juste grands. Ils sont conçus pour nous écraser, pour rendre toute ambition interstellaire sérieuse absurde à l'échelle humaine. Et il y a quelque chose de plus sombre encore, quelque chose dont nous parlerons plus en détail dans les parties suivantes. L'univers n'est pas statique, il s'étend, et pas juste lentement. Des galaxies suffisamment éloignées de nous s'éloignent à des vitesses qui dépassent celles de la lumière. Non pas parce qu'elles voyagent à travers l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace lui-même entre nous et elles s'étire plus vite que la lumière ne peut le traverser. Cela signifie qu'il existe un horizon cosmique. Des galaxies au-delà d'une certaine distance sont déjà hors de portée, pour toujours. Peu importe la vitesse à laquelle nous voyagerions, nous ne pourrions jamais les atteindre parce que l'espace entre nous et elles s'agrandit plus vite que nous ne pourrions le traverser. C'est comme essayer de nager vers un horizon qui recule plus vite que tu ne peux nager. Chaque coup de bras te laisse plus loin derrière qu'avant. L'univers observable lui-même est en train de se rétrécir, en un sens. Avec chaque seconde qui passe, des galaxies franchissent ce horizon et disparaissent de notre portée causale pour toujours. D'ici des milliards d'années, toutes les galaxies, sauf celles de notre groupe local, auront disparu au-delà de cet horizon. Une civilisation future regardant le ciel nocturne pourrait conclure qu'elle existe seule dans un univers vide, sans aucune idée des milliards de galaxies qui existent encore, mais sont devenues à jamais inaccessibles et invisibles. Nous vivons peut-être à l'époque la plus opportune de l'histoire cosmique, le seul moment où l'univers est à la fois assez vieux pour avoir créé des observateurs intelligents et assez jeune pour que ces observateurs puissent encore voir la véritable étendue du cosmos avant que l'expansion ne le cache à jamais. Mais la réalité est encore plus sombre que cela. Même les voyages à l'intérieur de notre propre galaxie, même vers les étoiles que nous pouvons voir et qui ne s'éloignent pas de nous, sont confrontés à des problèmes qui vont au-delà de la simple vitesse. Il y a la question de l'énergie, la question du temps, la question de la survie humaine sur de telles durées, et la question de ce qui arrive réellement
quand tu te déplaces à des fractions significatives de la vitesse de la lumière à travers un milieu qui n'est pas aussi vide que tu pourrais le penser. L'espace interstellaire n'est pas le vide parfait. Il contient environ un atome par centimètre cube en moyenne, principalement de l'hydrogène. Cela semble incroyablement ténu, et ça l'est. Mais quand tu voyages à 90% de la vitesse de la lumière, chacun de ces atomes d'hydrogène frappe ton vaisseau avec l'énergie d'une particule de rayonnement cosmique. À cette vitesse, l'espace interstellaire devient essentiellement un flux de radiation mortelle. Ton vaisseau aurait besoin d'un blindage massif, juste pour ne pas être désintégré par ce qui était normalement considéré comme du vide. Chaque grain de poussière, chaque molécule errante devient un projectile potentiellement dévastateur. Une particule de la taille d'un grain de sable frappant un vaisseau à 90% de la vitesse de la lumière libérerait l'énergie équivalente à plusieurs tonnes de TNT. Un caillou serait comme une bombe nucléaire. Alors nous sommes coincés. Coincés par les lois fondamentales de la physique. Coincés par les distances insensées. Coincés par l'expansion de l'univers lui-même. Coincés dans notre minuscule coin de l'espace. Capables de voir des merveilles infinies, mais condamnés peut-être à ne jamais les toucher. Et pourtant, et c'est là où cette histoire prend une dimension vraiment étrange, nous continuons à essayer. Nous continuons à construire des fusées plus rapides, à concevoir des missions plus ambitieuses, à rêver d'étoiles que nous n'atteindrons peut-être jamais. Pourquoi ? Peut-être parce que l'alternative, accepter que nous sommes effectivement prisonniers, est psychologiquement intolérable pour notre espèce. Nous sommes des explorateurs par nature. L'idée qu'il existe des frontières absolues que nous ne franchirons jamais contredit quelque chose de profond dans la psyché humaine. Ou peut-être parce que, malgré tout ce que je viens de te dire, il reste des échappatoires théoriques, des failles dans le tissu de la réalité que nous ne comprenons pas encore complètement, des possibilités qui ne violent pas techniquement les lois de la physique, mais qui les contournent de manière si exotique, si étrange, que nous ne savons même pas si elles sont réellement possibles. Mais avant d'explorer ces possibilités désespérées, ces derniers espoirs pour une humanité qui refuse d'accepter sa cage cosmique, nous devons d'abord comprendre exactement comment fonctionne la vitesse dans l'espace. Quelles sont les technologies actuelles? Quelles sont leurs limites précises? Et pourquoi chaque amélioration devient exponentiellement plus difficile que la précédente? Parce que c'est seulement en comprenant véritablement l'ampleur du défi que nous pouvons apprécier à quel point notre situation est désespérée et à quel point les solutions proposées sont audacieuses, folles ou peut-être impossibles. L'histoire de la vitesse humaine dans l'espace est l'histoire d'une espèce qui repousse constamment ses limites, seulement pour découvrir que chaque nouvelle limite est plus absolue, plus fondamentale, plus infranchissable que la précédente. Et cette histoire commence avec la chose la plus simple et la plus frustrante. La physique de base de comment on fait bouger quelque chose dans le vide de l'espace. Dans le vide absolu de l'espace, tu ne peux pas ramer, tu ne peux pas pousser contre quoi que ce soit. Il n'y a pas d'air pour que des hélices le fassent tourner, pas de sol pour que des roues le propulsent, pas de eau pour que des moteurs le compriment. Chaque méthode de propulsion que l'humanité a utilisée pendant des millénaires sur Terre devient complètement inutile au-delà de l'atmosphère. Pour bouger dans le cosmos, tu dois emporter avec toi tout ce dont tu as besoin pour te propulser et tu dois le jeter dans la direction opposée à celle où tu veux aller. C'est la seule méthode. La troisième loi de Newton, dans sa manifestation la plus pure et la plus impitoyable. Chaque action a une réaction égale et opposée. Cela semble simple en théorie. En pratique, c'est un cauchemar mathématique qui limite chaque ambition spatiale que nous avons jamais eue. Commençons par comprendre exactement pourquoi les fusées fonctionnent comme elles le font et pourquoi elles sont si terriblement inefficaces pour atteindre les vitesses dont nous avons réellement besoin. Chaque kilogramme de charge utile que tu veux déplacer nécessite des kilogrammes de carburant. Mais ce carburant lui-même a de la masse, donc tu as besoin de carburant supplémentaire pour déplacer le carburant. Et ce carburant supplémentaire a aussi de la masse, donc tu as besoin d'encore plus de carburant pour le déplacer. Cette spirale infernale est capturée dans ce qu'on appelle l'équation de la fusée de Tsiolkovsky, formulée en 1897 par un visionnaire russe
qui a compris les défis du voyage spatial avant même que les premiers avions ne volent. L'équation dit essentiellement ceci. La variation de vitesse que tu peux obtenir est égale à la vitesse d'éjection de ton carburant, multipliée par le logarithme naturel du rapport entre ta masse initiale et ta masse finale. En termes plus simples, si tu veux aller 2 fois plus vite, tu n'as pas besoin de 2 fois plus de carburant. Tu as besoin exponentiellement plus de carburant. Les chiffres sont brutaux. Prenons une fusée chimique classique utilisant de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, comme les moteurs du Space Shuttle ou de nombreuses fusées modernes. La vitesse d'éjection de ces moteurs est d'environ 4500 mètres par seconde. C'est la vitesse à laquelle les gaz brûlants sortent de la tuyère. Pour atteindre la vitesse orbitale terrestre, environ 7800 mètres par seconde, tu dois commencer avec une fusée qui est environ 90% carburant et 10% tout le reste, incluant la structure, les réservoirs, les moteurs et la charge utile réelle. 90% de carburant juste pour atteindre l'orbite terrestre. Et nous parlons de vitesse qui ne représente même pas 3% de ce dont nous aurions besoin pour des voyages interstellaires sérieux. Si tu veux aller plus vite, si tu veux atteindre la vitesse de libération du système solaire, environ 42 km par seconde depuis l'orbite terrestre, les ratios deviennent absurdes. Tu aurais besoin d'une fusée qui est peut-être 99,9% carburant, avec toute la charge utile, tous les instruments scientifiques, tous les systèmes de survie, si c'est une mission habitée, comprimée dans ce dixième de pourcent restant. Et même cela suppose des réservoirs sans masse, une structure sans poids, ce qui est évidemment impossible. C'est pourquoi chaque gramme compte dans la conception spatiale. C'est pourquoi les ingénieurs passent des années à optimiser, à alléger, à rogner chaque composant possible. Ce n'est pas de la minutie obsessionnelle, c'est de la nécessité mathématique. Chaque gramme supplémentaire dans la charge utile nécessite plusieurs grammes supplémentaires de carburant, qui nécessitent eux-mêmes des grammes supplémentaires de structure pour les contenir, qui nécessitent encore plus de carburant pour les déplacer. La fusée Saturne V, qui a envoyé des hommes sur la Lune, pesait environ 2800 tonnes sur la rampe de lancement. De cette masse monumentale, seulement 45 tonnes, environ 1,6%, ont effectivement atteint l'orbite lunaire. Tout le reste était du carburant et des structures qui ont été brûlées ou larguées en cours de route. Et la Lune n'est qu'à 1,5 seconde lumière de distance. C'est notre voisine cosmique immédiate. Alors, examinons les différents systèmes de propulsion que nous avons développés ou que nous envisageons, et comprenons exactement pourquoi chacun a des limites absolues qui rendent les voyages interstellaires si désespérément difficiles. La propulsion chimique, celle que nous utilisons depuis le début de l'ère spatiale, fonctionne en combinant un carburant et un oxydant qui réagissent violemment, produisant des gaz extrêmement chauds qui sont expulsés à haute vitesse. Les meilleures combinaisons chimiques possibles, hydrogène et oxygène liquide, ont une vitesse d'échappement maximale théorique d'environ 4600 mètres par seconde. C'est une limite fondamentale de la chimie. Tu ne peux pas obtenir plus d'énergie d'une réaction chimique que celle contenue dans les liaisons moléculaires. Et pour l'hydrogène et l'oxygène, c'est à peu près le maximum disponible, 4600 mètres par seconde, 4,6 km par seconde. Rappelle-toi que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. La meilleure propulsion chimique possible ne peut même pas théoriquement atteindre un 65 millième de la vitesse de la lumière, même avec un réservoir infiniment grand, ce qui n'existe pas. Les fusées chimiques nous ont amenés sur la Lune. Elles ont envoyé des sondes à travers le système solaire, mais elles sont fondamentalement inadaptées pour tout ce qui est au-delà. Elles ne nous emmèneront jamais vers les étoiles, pas même vers les planètes extérieures dans des délais raisonnables avec des équipages humains. Alors les ingénieurs ont développé quelque chose de plus sophistiqué, la propulsion ionique. Au lieu de brûler du carburant chimique, ces moteurs ionisent un gaz, généralement du xénon, et utilisent les champs électriques pour accélérer les ions résultant à des vitesses beaucoup plus élevées, jusqu'à 30 ou 40 km par seconde. C'est environ 10 fois plus rapide que les fusées chimiques. La sonde Dawn de la NASA, lancée en 2007, a utilisé la propulsion ionique pour visiter l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès. Ces moteurs ioniques ont fourni une poussée incroyablement faible, seulement environ 90 millinewtons, l'équivalent du poids d'une feuille de papier sur Terre.
mais ils ont pu fonctionner continuellement pendant des années, accumulant progressivement de la vitesse d'une manière qu'aucune fusée chimique ne pourrait égaler sans transporter des quantités astronomiques de carburant. Sur la durée de sa mission, le système de propulsion ionique de Dawn a changé sa vitesse d'environ 11 km par seconde, utilisant seulement 425 kg de xénon. Une fusée chimique aurait nécessité plusieurs tonnes de carburant pour accomplir le même changement de vitesse. C'est une amélioration spectaculaire en termes d'efficacité. Mais il y a un compromis cruel. La poussée est minuscule. Dawn a mis des années pour atteindre ses cibles. Pour une mission habitée, où le temps est critique à cause des limitations biologiques humaines, des radiations, de la psychologie de l'équipage, cette accélération glacialement lente pose des problèmes énormes. De plus, même avec leur efficacité supérieure, les moteurs ioniques sont toujours limités par la quantité de propergol qu'ils peuvent transporter et par la puissance électrique disponible pour ioniser et accélérer ce propergol. Le moteur Vasimer, développé par l'ancien astronaute Franklin Chang-Diaz, pousse ce concept encore plus loin. Il utilise des ondes radio pour ioniser et chauffer un plasma à des températures extrêmes, puis utilise des champs magnétiques pour canaliser et éjecter ce plasma. En théorie, il pourrait atteindre des vitesses d'échappement allant jusqu'à 50 ou même 70 km par seconde, avec une efficacité variable selon les besoins de la mission. 50 km par seconde de vitesse d'échappement. Cela semble impressionnant. Mais faisons le calcul pour une mission vers Proxima Centauri. Même avec cette vitesse d'échappement extraordinaire, pour atteindre une vitesse finale de 10% de la vitesse de la lumière, 30 000 km par seconde, tu aurais besoin d'un ratio de masse initiale à finale d'environ E puissance 600, ou est à la constante mathématique 2,718. Ce nombre est tellement gigantesque qu'il n'a aucun sens physique. Tu parlerais d'une fusée qui pèse initialement des millions de fois la masse de l'univers observable pour transporter une charge utile de quelques tonnes. Évidemment impossible. Les moteurs ioniques et plasma sont meilleurs que la chimie, mais ils ne changent pas fondamentalement l'équation. Ils retardent juste le moment où tu percutes le mur mathématique infranchissable. Alors peut-être avons-nous besoin de quelque chose de radicalement différent. Peut-être avons-nous besoin d'accéder à des sources d'énergie beaucoup plus denses que la chimie ne peut fournir. Peut-être avons-nous besoin de la puissance du noyau atomique lui-même. La propulsion nucléaire a été explorée depuis les années 1950 avec diverses incarnations. Le concept le plus simple est la propulsion thermique nucléaire. Tu utilises un réacteur nucléaire pour chauffer un propergol, généralement de l'hydrogène liquide, à des températures extrêmes, puis tu l'éjectes à travers une tuyère. Parce que tu peux atteindre des températures beaucoup plus élevées qu'avec la combustion chimique, tu peux obtenir des vitesses d'échappement plus élevées, peut-être 8 à 9 km par seconde. Le projet NERVA de la NASA dans les années 60 et 70 a effectivement construit et testé des moteurs de fusée nucléaire fonctionnels. Ils ont démontré que la technologie était viable. Un moteur NERVA a fonctionné pendant plus de 3 heures cumulées lors de divers tests, atteignant des températures de noyau de 2300 degrés Celsius. Les performances étaient environ 2 fois supérieures aux meilleurs moteurs chimiques. 2 fois supérieures. C'est une amélioration significative, certainement. Cela pourrait réduire les temps de voyage vers Mars de plusieurs mois, rendre les missions vers les planètes extérieures plus faisables. Mais pour les voyages interstellaires, c'est encore complètement inadéquat. Nous parlons toujours de vitesses qui sont des fractions infimes de ce dont nous avons besoin. Alors peut-être pas la fission, mais la fusion. La fusion nucléaire, le processus qui alimente le Soleil, libère beaucoup plus d'énergie par unité de masse que la fission. Si nous pouvions construire un moteur à fusion fonctionnelle, nous pourrions théoriquement atteindre des vitesses d'échappement de dizaines de milliers de kilomètres par seconde, peut-être même approcher 1% de la vitesse de la lumière. Le problème est que nous n'avons toujours pas réussi à créer une réaction de fusion contrôlée qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, même dans des conditions de laboratoire stationnaires et optimales. Construire un moteur à fusion compacte et fonctionnelle pour un vaisseau spatial reste dans le domaine de la science-fiction, pour le moment. Les projets comme ITER en France visent à démontrer la faisabilité de la fusion
pour la production d'énergie terrestre, mais ils construisent dans des installations massives pesant des dizaines de milliers de tonnes. Miniaturiser cela en quelque chose qui pourrait propulser un vaisseau spatial est un défi d'une toute autre ampleur. Et même si nous résolvions tous les problèmes techniques de la fusion, même si nous construisions un moteur à fusion parfaitement fonctionnel, nous serions toujours confrontés aux limitations fondamentales de la propulsion par réaction. Tu dois encore emporter ton carburant. Tu dois encore le jeter en arrière pour avancer. L'équation de Tsiolkovsky s'applique toujours, juste avec des paramètres légèrement plus favorables. Alors les physiciens et les ingénieurs ont imaginé des concepts encore plus exotiques. Et si nous n'utilisions pas de carburant du tout, au moins pas de carburant que nous devons transporter, c'est l'idée derrière les voiles solaires. Une voile solaire est exactement ce que cela semble être. Une voile gigantesque, ultra légère, qui capte la pression de radiation du soleil. Les photons solaires, bien qu'ils n'aient pas de masse, ont une quantité de mouvement. Et quand ils rebondissent sur une surface réfléchissante, ils transfèrent à cette quantité de mouvement à la voile, la poussant doucement. L'avantage est que tu n'as pas besoin de carburant. Une fois déployée, la voile continue d'accélérer aussi longtemps qu'elle reçoit de la lumière solaire. Pas de limite de propergol. La sonde japonaise Icaros, lancée en 2010, a démontré cette technologie avec succès, déployant une voile de 200 mètres carrés et utilisant la pression solaire pour naviguer à travers l'espace interplanétaire. Mais l'accélération est désespérément faible. Près de la Terre, la pression de radiation solaire ne produit qu'environ 9 micronewtons de force par mètre carré de voile parfaitement réfléchissante. Pour une voile de 1000 mètres carrés, l'une des plus grandes jamais envisagées, cela représente 9 millinewtons de poussée totale. Pour accélérer même une petite charge utile de 10 kg, l'accélération serait de moins d'1 millième de millimètre par seconde carré. À cette accélération pathétique, il faudrait des années, juste pour atteindre des vitesses de modestes de quelques dizaines de kilomètres par seconde. Et l'accélération diminue rapidement à mesure que tu t'éloignes du Soleil, car la lumière solaire suit une loi en carré inverse. À la distance de Jupiter, l'accélération serait environ 27 fois plus faible qu'à la distance de la Terre. C'est là que le projet Breakthrough Starshot entre en jeu avec une variation brillante mais extrêmement difficile. Et si nous ne comptions pas sur la lumière solaire naturelle, mais utilisions plutôt des lasers terrestres extrêmement puissants pour pousser une voile minuscule à des vitesses relativistes. Le concept est de construire une batterie de lasers au sol capable de générer collectivement 100 gigawatts de puissance, de focaliser cette puissance sur une voile de quelques mètres carrés pesant seulement quelques grammes, et d'accélérer cette voile à 20% de la vitesse de la lumière en quelques minutes d'illumination laser intense. Les chiffres sont stupéfiants. 100 gigawatts, c'est environ la production électrique totale de toutes les centrales nucléaires aux États-Unis combinées, focalisées sur une cible de la taille d'une main voyageant à des vitesses croissantes. La précision de ciblage requise est au-delà de tout ce que nous avons jamais accompli. La voile elle-même devrait être fabriquée avec des matériaux d'une finesse atomique pour minimiser la masse, tout en étant suffisamment robuste pour résister à l'intensité lumineuse sans fondre ou se déchirer. Et même si tout fonctionnait parfaitement, tu ne peux accélérer que dans une direction. Il n'y a aucun moyen de ralentir à destination parce que les lasers sont restés en arrière sur Terre. La sonde passerait à travers le système Proxima Centauri à 20% de la vitesse de la lumière, ayant peut-être quelques heures au mieux pour prendre des mesures et des images avant de disparaître dans l'obscurité interstellaire pour toujours. C'est l'état de notre technologie de propulsion. La chimie nous amène dans le système solaire, mais pas plus loin. Les moteurs ioniques et plasma sont plus efficaces, mais toujours limités par la nécessité de transporter du propergol. La propulsion nucléaire, qu'elle soit par fission ou fusion, offre plus d'énergie, mais reste liée par les mêmes contraintes mathématiques fondamentales. Les voiles solaires éliminent le besoin de carburant, mais fournissent une accélération si faible qu'elles sont pratiquement inutiles pour les voyages interstellaires dans des délais humainement significatifs. Chaque système, peu importe son ingéniosité, se heurte finalement à la même barrière implacable. Les distances sont trop grandes, la vitesse de la lumière est trop lente par rapport à ces distances, et nos méthodes de propulsion nous laissent si loin de ce que nous aurions besoin que c'en est presque comique.
Mais il y a un autre aspect de ce problème que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Il ne s'agit pas seulement de vitesse et de propulsion. Il s'agit aussi de temps. Parce que même si nous pouvions résoudre le problème de la propulsion, même si nous pouvions construire un vaisseau capable d'atteindre 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, nous serions confrontés à un ensemble entièrement différent de défis liés à la durée du voyage et à ce que cela signifie pour des voyageurs biologiques. Un voyage vers Proxima Centauri à 10% de la vitesse de la lumière prendrait environ 42 ans. C'est presque toute une vie humaine. Les astronautes qui partiraient seraient probablement morts ou très âgés à leur arrivée. Nous parlons donc nécessairement de vaisseaux générationnels, où plusieurs générations vivent et meurent pendant le voyage, ou de technologies de stase/hibernation que nous ne possédons pas, ou d'augmentation radicale de la longévité humaine. Chacune de ces options ouvre des abîmes de complexité. Un vaisseau générationnel devrait être essentiellement une petite biosphère autosuffisante, capable de recycler parfaitement l'air, l'eau et la nourriture pendant des décennies, tout en maintenant une population génétiquement viable et psychologiquement saine. Les défis techniques et sociaux sont presque inimaginables. Et nous n'avons même pas parlé des radiations. L'espace interstellaire est baigné de rayonnements cosmiques, des particules à haute énergie qui peuvent endommager l'ADN et augmenter considérablement les risques de cancer. Sur Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique terrestre. Dans l'espace profond, pendant des décennies, cette exposition s'accumulerait à des niveaux potentiellement mortels sans un blindage massif, ce qui ajoute encore plus de masse à un vaisseau qui doit déjà être accéléré à des vitesses extrêmes. Il y a aussi le problème du guidage et de la navigation sur de telles distances. Nos systèmes de navigation actuels dépendent de signaux terrestres ou de positions planétaires connues. À des années-lumière de distance, ces références deviennent inutiles. Un vaisseau interstellaire devrait naviguer en utilisant les positions des étoiles lointaines, en effectuant des calculs d'une précision extraordinaire pour s'assurer qu'après des décennies de voyage, il arrive réellement où il est censé aller et ne manque pas sa cible de millions de kilomètres. Et si quelque chose se casse? Dans le système solaire, nous pouvons éventuellement envoyer des pièces de rechange ou des instructions de réparation. Un vaisseau interstellaire est absolument seul. Chaque système doit être redondant, réparable avec les ressources à bord, ou suffisamment robuste pour fonctionner sans maintenance pendant des décennies. C'est un niveau de fiabilité que nous n'avons jamais atteint dans aucune machine humaine. La sonde, Voyager 1, lancée en 1977, fonctionne toujours après plus de 45 ans, ce qui est extraordinaire. Mais elle a assez connu de nombreuses pannes de système au fil des ans. Des instruments ont cessé de fonctionner, des capteurs ont échoué. Elle survit maintenant avec une fraction de ses capacités originales, et nous perdons progressivement la capacité de communiquer avec elle à mesure que sa source d'énergie nucléaire s'affaiblit. Et Voyager voyage dans le relatif vide du milieu interstellaire à seulement 17 km par seconde. Imagine maintenant maintenir un vaisseau beaucoup plus complexe, avec des systèmes de support de vie, peut-être un équipage humain, voyageant 1000 fois plus vite pendant des décennies. Chaque aspect du voyage interstellaire est une cascade de problèmes interconnectés, chacun presque insoluble, tous devant être résolus simultanément pour qu'une mission ait la moindre chance de succès. Et pourtant, malgré tous ces obstacles insurmontables, nous continuons à planifier, à concevoir, à rêver. Parce que l'alternative, rester confiné pour toujours dans notre système solaire, est psychologiquement inacceptable pour beaucoup. La science ne peut pas te dire avec certitude si nous atteindrons un jour les étoiles. Les lois de la physique établissent des limites absolues. Mais peut-être existe-t-il des moyens de travailler dans ces limites que nous n'avons pas encore imaginées. Peut-être que des civilisations avec des millénaires d'avance technologique sur nous ont résolu ces problèmes d'une manière que nous ne pouvons même pas concevoir. Ou peut-être que ces limites sont véritablement absolues. Peut-être que l'univers est conçu de telle manière que les civilisations intelligentes émergent, regardent les étoiles avec émerveillement et désir, et découvrent ensuite qu'elles sont condamnées à rester à jamais dans leur système stellaire natal, capables de voir, mais jamais de toucher l'immensité qui les entoure. Nous ne savons pas. Et cette incertitude, cette ignorance fondamentale face à l'une des questions les plus importantes que nous puissions poser,
devrait nous troubler profondément. Hablemos ahora de lo que realmente hemos logrado. Le 11 février 2009, au-dessus de la Sibérie, à 789 km d'altitude, 2 satellites se sont percutés à une vitesse relative de 11,6 km par seconde. Le satellite de communication Iridium 33, américain, opérationnel, pesant environ 560 kg, et Cosmos 2000, 251, un satellite militaire russe inactif de 950 kg, se sont rencontrés dans l'obscurité du vide. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune possibilité d'évitement, juste 2 objets suivant des trajectoires calculées des années auparavant, convergeant vers un point unique dans l'espace-temps. L'impact a libéré l'énergie équivalente à environ 14 tonnes de TNT. Les 2 satellites ont été instantanément vaporisés en un nuage de débris. Plus de 2000 fragments traçables, des pièces de plus de 10 cm, ont été catalogués dans les semaines suivantes. Mais les estimations suggèrent que l'événement a créé des centaines de milliers de fragments plus petits, chacun voyageant maintenant sur sa propre orbite elliptique autour de la Terre. Chacun un projectile hypersonique capable de détruire d'autres satellites. C'était la première collision accidentelle entre 2 satellites intacts en orbite. L'énergie libérée était suffisante pour illuminer brièvement le ciel nocturne si quelqu'un regardait au bon endroit avec le bon équipement. Mais personne n'a vu l'impact lui-même. Il s'est produit en silence absolu, dans le vide total, transformant 2 machines complexes valant des centaines de millions de dollars en ferraille dangereuse en une fraction de seconde. Voici ce qui se passe quand des objets se rencontrent à des vitesses orbitales. Maintenant, imagine cela multiplié par 1000, par 10 000, par 100 000. Imagine ce qui se passerait si quelque chose voyageant à des fractions significatives de la vitesse de la lumière impactait un objet solide. À 100 km par seconde, environ 0,03% de la vitesse de la lumière. Une sonde d'une tonne impactant un astéroïde libérerait approximativement 5 millions de gigajoules d'énergie. C'est équivalent à une mégatonne de TNT, comparable à une arme thermonucléaire moderne. L'impact créerait un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre, vaporiserait complètement la sonde et des milliers de tonnes de matériaux de surface, et enverrait des ondes de choc se propageant à travers la structure de l'astéroïde. À 1000 km par seconde, 0,3% de la vitesse de la lumière. Cette même sonde d'une tonne libérerait 500 mégatonnes. C'est 10 fois plus puissant que la Tsar Bomba, l'arme nucléaire la plus puissante jamais testée, qui a explosé avec une force de 50 mégatonnes au-dessus de l'archipel de Nouvelle-Zambie en octobre 1961. L'impact créerait un événement d'extinction de masse localisé, visible depuis l'espace comme un flash brillant, créant un cratère de dizaines de kilomètres de large. À 10 000 km par seconde, 3% de la vitesse de la lumière, nous parlons de 50 000 mégatonnes. Il n'existe aucune arme humaine même proche de cette échelle. L'impact d'un objet d'une tonne à cette vitesse libérerait plus d'énergie que toutes les armes nucléaires jamais construites par l'humanité explosant simultanément. Si cela frappait la Terre, cela créerait un cratère de centaines de kilomètres de diamètre, déclencherait des tremblements de terre globaux, projetterait suffisamment de matière dans l'atmosphère pour modifier le climat pendant des années. À 60 000 km par seconde, 20% de la vitesse de la lumière. Le scénario de Breakthrough Starshot, même leur nanosonde de quelques grammes, devient une arme apocalyptique. 3 grammes à 20% de C libèrent approximativement 54 terajoules, équivalent à environ 13 kilotonnes de TNT. C'est comparable à la bombe d'Hiroshima. 3 grammes, moins que le poids d'une cuillère à café de sucre, portant l'énergie destructrice qui a annihilé une ville. Si cette nanosonde, après avoir voyagé pendant 20 ans à travers le vide interstellaire, ratait légèrement sa cible et impactait accidentellement une planète habitable dans le système Proxima Centauri, elle créerait une explosion équivalente à une arme nucléaire. Toute vie directement dans la zone d'impact serait instantanément vaporisée. L'onde de choc se propagerait sur des kilomètres. Si une civilisation existait là-bas, elle pourrait interpréter cela comme une attaque délibérée. Maintenant, imagine non pas 3 grammes, mais une véritable sonde interstellaire, disons 100 tonnes, voyageant à 20% de la vitesse de la lumière.
L'énergie cinétique serait d'environ 1800 hexajoules, c'est équivalent à 430 000 mégatonnes. Si elle impactait une planète, l'explosion rivaliserait avec l'impact qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d'années. L'impacteur de Chicxulub, l'astéroïde qui a créé le cratère de 180 km de large dans la péninsule du Yucatan et a déclenché l'extinction crétacée-paléogène, avait environ 10 km de diamètre et impactait à peut-être 20 km par seconde, libérant environ 100 millions de mégatonnes. Une sonde de 100 tonnes à 20% de C libérerait environ 0,4% de cette énergie. Cela semble petit en comparaison, mais c'est encore suffisant pour créer un cratère de dizaines de kilomètres de large, déclencher des méga-tsunamis si elle frappe un océan, projeter des milliards de tonnes de débris dans l'atmosphère et potentiellement déclencher un hiver d'impact qui pourrait durer des années. Et cela suppose un impact direct. Même une quasi-collision serait catastrophique. À des vitesses relativistes, une sonde passant simplement à travers l'atmosphère supérieure d'une planète créerait des ondes de choc massives, chaufferait l'air à des températures de plasma, générerait un boom sonique audible à travers des continents entiers. La violence de ces énergies n'est pas abstraite. Elle est physiquement réelle et absolument terrifiante. Et elle révèle quelque chose de fondamental. À des vitesses interstellaires, la distinction entre vaisseau spatial et arme disparaît. Tout ce qui se déplace assez rapidement pour traverser les années-lumière dans des délais raisonnables porte automatiquement une énergie destructrice inconcevable. C'est peut-être pourquoi nous n'avons jamais détecté de trafic interstellaire évident. Une civilisation envoyant des milliers de sondes à travers la galaxie à des vitesses relativistes créerait essentiellement un champ de mines galactique. Chaque sonde ratée, chaque erreur de navigation, chaque dysfonctionnement deviendrait un événement catastrophique potentiel pour tout ce qu'elle frappe. Les risques pourraient s'être jugés trop grands, la responsabilité morale trop lourde. Mais les collisions accidentelles ne sont qu'un aspect de la violence inhérente au vitage à haute vélocité. Il y a aussi la violence de simplement exister dans cet état. Parlons des effets relativistes à des échelles que nous avons réellement testées. Le Large Hadron Collidaire au CERN, près de Genève, accélère des protons à 99,99991% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les protons ont une énergie de 6,5 téraélectronvolts, des milliers de fois leur masse au repos. Quand deux de ces protons se percutent frontalement, l'énergie combinée est de 13 téraélectronvolts. Cette collision recrée brièvement les conditions qui existaient une fraction de seconde après le Big Bang. Les protons se désintègrent en un spray de particules subatomiques, quarks, gluons, bosons, leptons. Des particules qui n'existaient pas depuis les premiers instants de l'univers se matérialisent brièvement avant de se désintégrer en particules plus stables. Les détecteurs enregistrent des milliers de trajectoires de particules rayonnant du point de collision comme une étoile explosive microscopique. Cela se produit à l'échelle subatomique, des énergies énormes mais confinées à des particules individuelles. Maintenant, étend ce concept à des objets macroscopiques. Un vaisseau spatial de 100 tonnes, voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière, aurait une énergie cinétique d'environ 400 millions de térajoules. C'est 95 millions de mégatonnes. C'est presque l'énergie de l'impacteur de Chicxulub, mais contenue dans un objet de la taille d'un bus. Si ce vaisseau devait impacter quelque chose de solide, l'explosion ne serait pas nucléaire, mais relativiste. La matière elle-même se convertirait partiellement en énergie selon E égale mc au carré. L'impact créerait un flash de rayonnement gamma, potentiellement des paires particules-antiparticules, des températures dépassant celles au cœur des étoiles. Ce ne serait pas juste une explosion, mais une brève déchirure dans la structure normale de la matière. Nous n'avons jamais testé cela à grande échelle, parce que nous ne pouvons pas. Nos accélérateurs de particules peuvent atteindre des vitesses relativistes pour des particules individuelles. Mais accélérer quelque chose de macroscopique à ces vitesses nécessite des énergies que nous ne pouvons pas encore générer ou contrôler. Mais l'univers le fait régulièrement. Les rayons cosmiques ultra haute énergie, probablement accélérés par des trous noirs supermassifs ou des explosions de supernovas, atteignent des énergies qui défient toute explication. La particule Oh My God, détectée le 15 octobre 1991 par le détecteur Fly's Eye dans l'Utah,
était un seul proton voyageant à 99,999990% de la vitesse de la lumière, portant une énergie de 300 hexaélectronvolts. C'est l'énergie d'une balle de baseball lancée à 100 km/h, mais concentrée dans une seule particule subatomique. Quand elle a frappé l'atmosphère terrestre, elle a créé une cascade de particules secondaires détectables au niveau du sol. Si un être humain avait été frappé directement par cette particule, elle aurait déposé toute son énergie dans une ligne microscopique à travers ses tissus, créant potentiellement des dommages cellulaires massifs le long de ce chemin. Des particules comme celle-ci frappent la Terre environ une fois par kilomètre carré par siècle. Elles proviennent des profondeurs du cosmos, accélérées par des processus si violents que nous les comprenons à peine. Et elles nous rappellent que l'univers fonctionne régulièrement à des échelles d'énergie qui rendent nos plus puissantes technologies insignifiantes en comparaison. Si nous voulons voyager à ces vitesses, nous devons maîtriser ces énergies. Nous devons construire des machines capables de survivre dans un environnement où chaque atome est une balle, où chaque grain de poussière est une bombe, où la matière elle-même se comporte de manières étranges et dangereuses. Parlons maintenant des accidents qui se sont produits à des vitesses beaucoup plus modestes, juste pour comprendre à quel point les choses peuvent mal tourner. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia se désintégrait au-dessus du Texas pendant sa rentrée. La cause immédiate était un morceau d'isolant en mousse qui s'était détaché du réservoir externe pendant le lancement 16 jours plus tôt. Ce morceau de mousse, pesant environ 750 grammes, avait frappé le bord d'attaque de l'aile gauche de Columbia à une vitesse relative d'environ 850 km/h. 750 grammes, moins d'1 kg, voyageant à seulement 236 mètres par seconde, une fraction minuscule des vitesses dont nous parlons pour les voyages interstellaires. Mais l'impact a créé une brèche dans les tuiles de protection thermique renforcées au carbone qui protégeaient là le bord de l'aile. Cette brèche, probablement de la taille d'une main, était invisible pour l'équipage. Ils ne savaient pas qu'elle existait. Pendant 16 jours, ils ont complété leur mission scientifique en orbite, inconscients qu'ils étaient condamnés. Pendant la rentrée, alors que Columbia plongeait dans l'atmosphère à environ 25 fois la vitesse du son, 18 fois plus rapide que l'impact de la mousse, de l'air surchauffé à des milliers de degrés s'est infiltré par la brèche. Cet air a fondu la structure d'aluminium de l'intérieur de l'aile. Les capteurs ont commencé à montrer des anomalies. Les commandes de vol ont commencé à devenir erratiques alors que les ordinateurs compensaient la traînée asymétrique. Et puis, à 8h59, heure de l'Est, à une altitude de 63 km au-dessus du Texas, voyageant à 23 fois la vitesse du son, Columbia s'est brisée. Les 7 membres d'équipage sont morts. Probablement en quelques secondes, alors que le module de l'équipage se dépressurisait et était soumis à des forces aérodynamiques pour lesquelles il n'avait jamais été conçu. Les débris se sont dispersés sur des centaines de kilomètres à travers le Texas et la Louisiane. Plus de 84 000 pièces ont finalement été récupérées. 750 grammes de mousse avaient tué 7 personnes et détruit un véhicule de 2 milliards de dollars. Tout cela parce que l'énergie augmente avec le carré de la vitesse. À 236 mètres par seconde, cette mousse portait environ 20 000 joules d'énergie cinétique, suffisant pour briser des tuiles de céramique renforcées. Maintenant, pense à une sonde interstellaire voyageant à 60 000 km par seconde, frappée par un fragment de matière similaire. L'énergie serait des milliards de fois plus grande. Il n'y aurait pas de récupération possible, pas d'investigation post-accident, juste une vaporisation instantanée. Ou considère le 28 janvier 1986, quand Challenger a explosé 73 secondes après le décollage. La cause était un joint torique défaillant dans un des boosters à propergol solide, aggravé par les températures de congélation de la nuit précédente qui avaient rendu le caoutchouc rigide et moins élastique. Le joint défaillant a permis au gaz chaud à haute pression de s'échapper sur le côté du booster, créant un chalumeau qui a finalement percé le réservoir externe d'hydrogène liquide. Quand le réservoir s'est rompu, l'hydrogène et l'oxygène liquide se sont mélangés et ont explosé. L'explosion elle-même n'était pas massive selon les normes que nous discutons, environ 2 à 3 tonnes d'équivalent TNT. Mais la navette voyageait déjà à plus de 900 mètres par seconde à une altitude de 14 km.
Quand elle s'est brisée, le module de l'équipage, toujours intact, a été lancé sur une trajectoire balistique montant à environ 20 km avant de retomber dans l'océan Atlantique à environ 333 km/h. L'impact avec l'eau a été instantanément mortel. Les 7 membres d'équipage sont morts. Un joint torique, une pièce de caoutchouc en forme d'anneau coûtant quelques dollars. Son échec, combiné à la vitesse et l'altitude du véhicule, a créé une catastrophe qui a traumatisé une nation et paralysé le programme de navette pendant presque 3 ans. Ces tragédies se sont produites à des vitesses inférieures à 10 km par seconde. Nous parlons de voyages à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Chaque système doit fonctionner parfaitement. Pas pendant des minutes, mais pendant des années ou des décennies. Une seule défaillance, un seul composant qui se casse au mauvais moment, et tout l'équipage, toute la mission, des décennies de voyage sont perdus instantanément. Il n'y a pas de marge d'erreur à des vitesses de relativistes, pas de possibilité de demi-mesure, de réparation d'urgence, de retour d'urgence. Tu réussis parfaitement ou tu échoues catastrophiquement. Il n'y a pas d'entre-deux. Et puis, il y a le syndrome de Kessler, du nom du consultant de la NASA Donald Kessler, qu'il a proposé en 1978. C'est un scénario cauchemardesque où la densité d'objets en orbite terrestre basse atteint un point où les collisions génèrent des débris qui causent plus de collisions, déclenchant une réaction en cascade qui finalement rend l'orbite terrestre inutilisable pendant des décennies ou des siècles. Nous approchons potentiellement de ce seuil maintenant. Plus de 34 000 objets traçables, des millions non traçables, tous voyageant à 7 à 8 km par seconde, tous des projectiles hypersoniques potentiels. Chaque collision crée des centaines de nouveaux fragments. Ces fragments ont des orbites qui se croisent avec d'autres satellites, créant plus de collisions, plus de fragments, une spirale mortelle. Si le syndrome de Kessler se déclenchait pleinement, nous pourrions perdre l'accès à l'orbite terrestre basse pendant des générations. Toute cette infrastructure, satellites de communication, GPS, observations terrestres, stations spatiales, tout deviendrait trop risqué à maintenir. L'espace proche de la Terre deviendrait un champ de mines de ferraille high velocity. Maintenant, transpose ce concept à l'échelle interstellaire. Si des centaines de civilisations envoient des milliers de sondes à travers la galaxie à des vitesses relativistes, finalement les trajectoires commencent à se croiser. Les probabilités de collision sont faibles dans l'immensité de l'espace, mais non nulles. Et chaque collision à des vitesses relativistes crée un événement énergétique détectable à travers des années-lumière. Peut-être que les civilisations avancées évitent les voyages relativistes pour cette raison. Peut-être qu'il existe des accords galactiques, des protocoles que nous ne comprenons pas encore, des zones désignées, des couloirs de voyage, des limitations de vitesse cosmique imposées non par la physique mais par l'étiquette, pour éviter de transformer la galaxie en zone de guerre accidentelle. Ou peut-être que le silence radio que nous observons, le paradoxe de Fermi, est partiellement expliqué par le fait que les voyages interstellaires sont si intrinsèquement dangereux, si exponentiellement violents à mesure que les vitesses augmentent, que presque personne ne le tente. Que les civilisations regardent les étoiles, font les calculs, réalisent les risques et décident de rester chez elles. La violence inhérente à la vitesse n'est pas un obstacle à surmonter. C'est une caractéristique fondamentale de l'univers, codée dans la relation entre énergie, masse et vélocité. Et elle nous dit quelque chose de profond sur notre place dans le cosmos. Alors, voici la question qui devrait te tenir éveillé cette nuit. Si les lois de la physique rendent les voyages interstellaires si extraordinairement difficiles, si les énergies requises sont si monumentales, si les dangers sont si absolus, qu'est-ce que cela signifie pour notre recherche de vie ailleurs dans l'univers? Nous avons scruté le ciel pendant plus de 60 ans avec le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Nous avons pointé nos radiotélescopes les plus sensibles vers des milliers d'étoiles. Nous avons écouté des centaines de millions de fréquences radio. Nous avons analysé des pétaoctets de données cosmiques, cherchant le moindre signe d'un signal artificiel, une régularité mathématique qui ne pourrait pas être naturelle, une preuve que quelqu'un d'autre est là-bas. Essayant de communiquer, le silence est assourdissant. Pas un seul signal vérifiable, pas une seule transmission qui ait survécu à un examen rigoureux, quelques fausses alertes, comme le signal « Wow !» capté le 15 août
1977 par le radiotélescope Big Ear. Dans l'Ohio, un signal si fort et si précisément dans la bande d'hydrogène que l'astronome Jerry Heyman a écrit « Wow » dans la marge de l'impression. Mais il n'a jamais été détecté à nouveau, malgré des dizaines de tentatives de suivi. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes depuis 1992. Les statistiques suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables, rien que dans notre galaxie. Des mondes en zone habitable autour de leurs étoiles, où l'eau liquide pourrait exister, où les conditions pourraient ressembler à la Terre primitive. La vie devrait être partout. La chimie organique est omniprésente dans l'univers. Les acides aminés, les briques de la vie, ont été trouvés dans des météorites, dans des nuages interstellaires, flottant dans le vide spatial. Les conditions qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre ne sont probablement pas uniques. Alors, où sont-ils tous ? C'est le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi, qui l'a formulé lors d'une conversation décontractée en 1950. Si la vie est commune, si l'intelligence peut émerger, si les civilisations avancées existent, elles devraient être détectables. Certaines devraient être des millions d'années plus avancées que nous. Avec ce genre d'avance, elles devraient avoir colonisé la galaxie entière à présent, même à des vitesses sublumières modestes. Une civilisation voyageant à seulement 1% de la vitesse de la lumière pourrait coloniser toute la galaxie de la Voie lactée en approximativement 50 millions d'années par un processus d'expansion auto-répliquant. Chaque colonie établit de nouvelles colonies, créant une vague d'expansion exponentielle. 50 millions d'années, c'est long selon les normes humaines, mais c'est négligeable à l'échelle cosmique. Notre galaxie a plus de 13 milliards d'années. Il y a eu amplement de temps. Pourtant, nous ne voyons rien. Pas de mégastructure détectable, pas de signature d'ingénierie stellaire, pas de flotte de vaisseaux, pas de balises, pas de transmission. Le cosmos semble vide d'intelligence technologique évidente autre que la nôtre. Les explications proposées sont nombreuses et chacune est troublante à sa manière. Peut-être que la vie elle-même est extraordinairement rare. Peut-être que le passage de la chimie simple à l'autoréplication est un accident si improbable qu'il ne se produit qu'une fois par galaxie, voire moins souvent. Nous pourrions être littéralement seuls dans la Voie lactée, peut-être même dans l'univers observable. Ou peut-être que la vie simple est commune, mais que l'intelligence est rare. La Terre a eu de la vie pendant environ 3,5 milliards d'années, mais de l'intelligence technologique seulement pendant quelques milliers d'années. Pendant la grande majorité de l'histoire de la vie sur Terre, les organismes les plus complexes étaient des bactéries et des archées. Les animaux multicellulaires n'apparaissent dans les archives fossiles qu'il y a environ 600 millions d'années. L'intelligence humaine, avec sa capacité unique pour la technologie et la science, est apparue dans les dernières secondes du calendrier cosmique. Peut-être que l'univers regorge de planètes couvertes de biofilms bactériens, d'océans de vie microbienne, de forêts d'organismes simples, mais que l'étincelle qui mène à l'intelligence technique est extraordinairement improbable. Peut-être que nous sommes les premiers dans notre coin de l'univers à franchir cette barrière. Ou peut-être, et c'est l'explication la plus sombre, il existe ce qu'on appelle le grand filtre. L'idée, popularisée par l'économiste Robin Hanson en 1996, est qu'il existe une étape dans l'évolution de la vie vers une civilisation spatiale qui est extraordinairement difficile à franchir. Un goulot d'étranglement si étroit que presque aucune espèce ne le traverse. Si le grand filtre est derrière nous, dans notre passé, alors nous avons eu une chance extraordinaire. Peut-être que l'émergence de la vie elle-même est le filtre, ou le saut vers la multicellularité, ou l'évolution de l'intelligence. Si c'est le cas, nous pourrions effectivement être seuls ou très rares, mais au moins nous avons survécu à la partie difficile. Mais si le grand filtre est devant nous, dans notre futur, alors chaque civilisation qui atteint notre niveau de développement fait face à quelque chose qui la détruit presque universellement. Peut-être que c'est l'autodestruction via des armes nucléaires ou biologiques. Peut-être que c'est l'effondrement écologique. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avons même pas encore envisagé. Un danger inhérent à la technologie avancée que nous découvrirons bientôt. Et voici où notre discussion sur la vitesse devient existentiellement terrifiante.
Peut-être que le grand filtre est précisément la difficulté des voyages interstellaires elles-mêmes. Peut-être que les limites de vitesse que nous avons explorées, les dangers que nous avons décrits, les énergies impossibles requises, constituent une barrière que presque aucune civilisation ne surmonte. Si c'est vrai, alors l'univers pourrait être rempli de civilisations avancées, chacune coincée dans son propre système stellaire, capable de détecter les autres par des signaux radio, mais à jamais incapable de se visiter physiquement. Des îles de conscience dans un océan infranchissable, séparées par des distances qui ne peuvent pas être comblées dans des délais significatifs. Cet isolement forcé aurait des implications profondes. Cela signifierait que chaque civilisation doit résoudre ses problèmes de manière indépendante. Il n'y a pas de sauvetage venant des étoiles, pas de sagesse ancienne partagée par des espèces qui ont survécu à des millions d'années. Pas de fédération galactique, pas de commerce interstellaire, pas d'échange culturel à travers les années-lumière. Chaque civilisation naît, lutte, résout ou échoue à résoudre ses défis existentiels, et finalement meurt avec sa propre étoile, observée seulement à distance par d'autres qui font face aux mêmes luttes solitaires. Il y a aussi la possibilité que nous ne comprenions tout simplement pas comment chercher. Nous cherchons des signaux radio parce que c'est ce que nous savons faire, mais peut-être que les civilisations vraiment avancées communiquent via des méthodes que nous ne pouvons même pas imaginer. Des neutrinos modulés, des ondes gravitationnelles, des manipulations de dimensions supérieures, des phénomènes quantiques que nous n'avons pas encore découverts. Nous cherchons également en assumant que d'autres civilisations voudraient être trouvées. Mais peut-être que le silence est intentionnel. Peut-être qu'il existe une raison convaincante pour les civilisations avancées de rester silencieuses. Une sorte de protocole cosmique que nous ne comprenons pas encore. C'est l'hypothèse du zoo ou de la quarantaine. L'idée que la Terre est délibérément laissée seule, observée mais non contactée, peut-être jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de développement. Ou peut-être que la raison du silence est beaucoup plus sombre. Peut-être que diffuser votre présence dans le cosmos est dangereusement imprudent. Peut-être qu'il existe des prédateurs là-bas, des civilisations qui détruisent activement les autres, et le silence est une stratégie de survie. C'est l'hypothèse de la forêt sombre, popularisée par l'auteur de science-fiction chinois Liu Cixin. L'univers est comme une forêt sombre, où chaque civilisation est un chasseur, se déplaçant silencieusement à travers les arbres, sachant que révéler votre position pourrait attirer quelque chose de mortel. Si c'est vrai, alors nos transmissions radio, nos messages intentionnels vers les étoiles, comme le message d'Arecibo envoyé en 1974 vers l'amas globulaire M13, pourraient être des actes d'imprudence cosmique, annonçant notre présence à des entités qui préféreraient que nous restions inconnus. Nous ne savons pas. Et cette ignorance est peut-être l'aspect le plus troublant de notre situation. Nous sommes une espèce jeune, technologiquement compétente depuis à peine quelques siècles, regardant un univers dont nous ne comprenons qu'une fraction minuscule, essayant de déduire les réponses à des questions existentielles à partir de données radicalement insuffisantes. Mais revenons aux limitations de vitesse et à ce qu'elles impliquent pour notre futur à long terme, non pas en tant qu'espèce, mais en tant qu'univers. L'univers se dilate. Ce n'est pas seulement que les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est que l'espace lui-même s'étire, augmentant les distances entre tous les points non gravitationnellement liés. Cette expansion a été découverte par Edwin Hubble en 1929 et a révolutionné notre compréhension du cosmos. Au début, les astronomes pensaient que cette expansion ralentirait avec le temps, freinée par l'attraction gravitationnelle de toute la matière de l'univers. Mais en 1998, deux équipes observant des supernovae lointaines ont découvert quelque chose de choquant. L'expansion accélère. Non seulement l'univers grandit, mais il grandit de plus en plus vite. Cette accélération est attribuée à quelque chose appelé énergie sombre, qui comprend environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous pouvons seulement mesurer ses effets. Elle pousse l'espace à s'étendre de plus en plus rapidement. Les implications sont dévastatrices pour toute civilisation avec des ambitions cosmiques. À mesure que l'univers s'étend, les galaxies au-delà de notre groupe local s'éloignent de nous de plus en plus vite,
Finalement, elles s'éloignent si rapidement que même la lumière qu'elles émettent ne peut plus nous atteindre. Elles franchissent ce qu'on appelle l'horizon cosmique et disparaissent de notre univers observable pour toujours. Ce processus a déjà commencé. Environ 94% des galaxies de l'univers observable sont déjà au-delà de ce qu'on appelle l'horizon des événements cosmologiques. Même si nous partions aujourd'hui à la vitesse de la lumière, nous ne pourrions jamais les atteindre parce que l'espace entre nous et elles se dilate plus rapidement que nous ne pourrions le traverser. Dans environ 100 milliards d'années, toutes les galaxies en dehors de notre groupe local auront disparu au-delà de l'horizon. Une civilisation émergente à ce moment-là regarderait le ciel nocturne et ne verrait que les galaxies de son propre groupe gravitationnellement liées. Elle conclurait probablement que l'univers se compose uniquement de ces quelques galaxies entourées d'un vide infini. Elle n'aurait aucun moyen de savoir que des centaines de milliards d'autres galaxies existent encore, pour toujours hors de portée et invisibles. Dans environ 1 billion d'années, la formation d'étoiles dans la plupart des galaxies se sera arrêtée à mesure que le gaz disponible est épuisé. L'univers s'assombrira progressivement à mesure que les étoiles meurent sans être remplacées. Les naines rouges, les étoiles les plus durables, brûleront pendant des billions d'années, mais finalement, même elles s'éteindront. Dans 100 billions d'années, l'univers sera presque entièrement sombre. Les seules sources de lumière seront des naines blanches en refroidissement, des étoiles à neutrons occasionnels et l'émission Hawking extrêmement faible des trous noirs. Toute civilisation qui survit jusque-là habitera un cosmos froid, sombre et vide, radicalement différent de l'univers riche en étoiles que nous connaissons. Et tout cela assume que les civilisations peuvent même survivre aussi longtemps. Le Soleil deviendra une géante rouge dans environ 5 milliards d'années, engloutissant probablement la Terre. Nous devrons avoir migré vers d'autres étoiles bien avant cela. Mais si les voyages interstellaires sont aussi difficiles que nous l'avons décrit, si chaque saut vers une nouvelle étoile nécessite des siècles de voyages et des ressources monumentales, combien de sauts pouvons-nous réalistement faire ? Notre groupe local contient environ 80 galaxies. La Voie lactée et Andromède sont les plus grandes. Ensemble, ils contiennent peut-être 1 billion d'étoiles. C'est le royaume accessible à une civilisation suffisamment avancée et durable. Tout au-delà devient progressivement inaccessible à mesure que l'expansion cosmique éloigne tout le reste. 1 billion d'étoiles semble beaucoup, mais répandues sur des centaines de milliers d'années-lumière, avec des temps de voyage de décennies ou de siècles même à des vitesses relativistes, les coloniser toutes prendraient des millions, peut-être des milliards d'années. Et chaque colonie doit être autosuffisante parce que la communication et le voyage entre elles deviennent de plus en plus difficiles à mesure que les distances augmentent. Nous parlons essentiellement d'une fragmentation inévitable. Une civilisation qui se répand sur de telles distances et échelles de temps ne resterait pas unifiée. Elle se diviserait en cultures distinctes, peut-être en espèces distinctes à mesure que l'évolution suit des chemins différents dans des environnements différents. Finalement, les descendants lointains d'une civilisation terrestre répartie dans la galaxie pourraient ne même pas se reconnaître comme étant liés. Et tous font face au même destin ultime. Dans un googol d'années, 10 à la puissance 100 années, même les trous noirs se seront évaporés via le rayonnement Hawking. L'univers sera un bain uniforme de particules fondamentales à une température approchant le zéro absolu. Plus de structure, plus de complexité, plus d'énergie disponible pour alimenter la vie ou la pensée. C'est le destin thermodynamique de notre univers. La mort thermique, un état d'équilibre maximal où rien ne peut plus se produire, parce qu'il n'y a plus de gradient d'énergie pour conduire les processus. Donc, voici notre situation existentielle complète. Nous sommes une espèce jeune sur une planète moyenne, orbitant une étoile ordinaire dans une galaxie typique. Nous avons découvert que l'univers est vaste au-delà de toute compréhension, contenant peut-être 2 billions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Les possibilités semblent infinies, mais ensuite, nous découvrons les limitations. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse, mais une barrière causale absolue. Les énergies requises pour approcher cette vitesse augmentent exponentiellement. Les dangers du voyage à haute vitesse sont mortels.
Les distances entre les étoiles sont si vastes que les traversées prennent des vies ou des générations même dans les meilleurs scénarios. Nous découvrons que 94% de l'univers est déjà hors de portée. Que l'univers lui-même conspire à nous isoler, dispersant les galaxies plus rapidement que nous ne pourrions jamais les atteindre. Que notre fenêtre d'opportunité pour l'exploration cosmique, déjà limitée par la physique, se rétrécit cosmologiquement à chaque seconde qui passe. Et nous découvrons que même si nous surmontions tous ces obstacles, même si nous devenions une civilisation véritablement interstellaire, nous faisons toujours face à un univers qui finalement devient froid, sombre et mort, où toute la complexité s'effondre finalement dans l'équilibre thermodynamique. Sommes-nous seuls dans cet effort ? Y a-t-il d'autres civilisations regardant les mêmes équations, faisant face aux mêmes limitations désespérantes, arrivant aux mêmes conclusions sombres ? Ou sommes-nous véritablement uniques, les seuls yeux à travers lesquels l'univers peut se contempler lui-même, rendant notre survie non seulement personnellement importante, mais cosmiquement significative ? Nous ne savons pas. Et peut-être que nous ne saurons jamais. Peut-être que c'est l'isolement ultime, non seulement physique, mais épistémologique, condamné à ne jamais savoir avec certitude si quelqu'un d'autre partage notre lutte cosmique. Il existe cependant des échappatoires théoriques, des fissures dans la réalité que nous ne comprenons pas encore complètement, des possibilités qui ne violent pas techniquement les lois de la physique, mais qui les contournent de manière si étrange, si exotique, qu'elles semblent appartenir davantage à la science-fiction qu'à la science véritable. Commençons par la plus célèbre, le moteur à distorsion, rendu populaire par Star Trek, mais basé sur une physique réelle, proposée par le physicien mexicain Miguel Alcubierre en 1994. L'idée est brillamment simple en concept, terriblement complexe en exécution. Au lieu d'essayer de déplacer ton vaisseau à travers l'espace à des vitesses relativistes, tu manipules l'espace lui-même autour du vaisseau. Tu contractes l'espace devant le vaisseau et tu dilates l'espace derrière lui, créant une bulle où le vaisseau surfe essentiellement sur une vague d'espace-temps. À l'intérieur de la bulle, le vaisseau reste stationnaire par rapport à l'espace local immédiat, donc aucune force relativiste ne s'applique. Mais la bulle elle-même peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, théoriquement même plus rapide que la lumière, parce que ce n'est pas le vaisseau qui se déplace, mais l'espace lui-même qui se déforme. Mathématiquement, cela fonctionne. Les équations d'Alcubierre sont une solution valide aux équations de champ d'Einstein de la relativité générale. La physique permet théoriquement cela, mais les exigences pratiques sont absurdes. Les calculs originaux d'Alcubierre suggéraient que créer une bulle de distorsion assez grande pour contenir un vaisseau de la taille d'un petit véhicule nécessiterait une masse négative équivalente à la masse de Jupiter convertie en énergie exotique. Pas l'énergie normale, mais une forme hypothétique de matière ou d'énergie, avec une densité d'énergie négative qui repousserait gravitationnellement plutôt que d'attirer. Nous n'avons jamais observé de matière à énergie négative. Nous ne savons pas si elle peut exister en quantité macroscopique. L'effet Casimir dans la mécanique quantique produit de minuscules forces répulsives qui pourraient être interprétées comme de l'énergie négative, mais nous parlons de forces mesurables seulement à l'échelle nanométrique entre des plaques métalliques dans le vide. Augmenter cela à la masse de Jupiter est un saut technologique et théorique de proportions incompréhensibles. Des travaux ultérieurs par divers physiciens, notamment Harold White à la NASA, ont proposé des modifications qui réduiraient potentiellement les exigences énergétiques à quelque chose comme la masse du Soleil, ou peut-être seulement quelques masses de Jupiter, ou dans les scénarios les plus optimistes, peut-être la masse équivalente de voyager un converti en énergie négative. Même dans le meilleur scénario, nous parlons de technologies tellement au-delà de nos capacités actuelles qu'elles pourraient aussi bien être magiques. Nous ne savons pas comment créer, stocker ou manipuler de l'énergie négative. Nous ne savons pas comment maintenir stable une bulle de distorsion une fois créée. Les calculs suggèrent que la bulle pourrait être catastrophiquement instable, s'effondrant instantanément ou libérant toute son énergie dans une explosion qui vaporiserait tout dans les environs immédiats. Il y a aussi le problème de la navigation. À l'intérieur de la bulle de distorsion, causalement déconnectée de l'espace extérieur, comment dirigerais-tu le vaisseau ? Les signaux de l'intérieur de la bulle ne pourraient ne pas atteindre l'extérieur pour ajuster la géométrie de la bulle. Tu serais essentiellement dans une prison causale, incapable d'interagir avec l'univers extérieur,
jusqu'à ce que la bulle se dissipe. Et à l'arrivée, la physique suggère que toute la radiation que la bulle a rencontrée pendant le voyage, toute l'énergie accumulée en avant de la vague de distorsion, serait libérée d'un coup quand la bulle s'effondre. Pour un voyage interstellaire à plusieurs fois la vitesse de la lumière, cette explosion pourrait potentiellement stériliser ton système de destination, vaporisant tout dans un rayon de plusieurs années-lumière avec un front de radiation concentré. Essayer d'atteindre les étoiles pourrait détruire accidentellement exactement les mondes que tu voulais explorer. Alors peut-être que la distorsion est trop dangereuse, trop exotique. Qu'en est-il des trous de verre, ces raccourcis théoriques à travers l'espace-temps popularisés par d'innombrables œuvres de science-fiction? Les trous de verre sont aussi des solutions valides aux équations d'Einstein. Un trou de verre traversable relierait deux régions distinctes de l'espace-temps via un tunnel, un raccourci à travers les dimensions supérieures. Entre dans une bouche du trou de verre ici, sort de l'autre bouche à des années-lumière de distance, instantanément du point de vue d'un voyageur. Cela résoudrait élégamment le problème de la distance. Pas besoin de voyage à haute vitesse, pas besoin de décennies en transit, juste un pas à travers un portail et tu es là. Mais encore une fois, les exigences pratiques sont prohibitives. Maintenir un trou de verre ouvert nécessite de la matière exotique avec une énergie négative pour contrecarrer les forces gravitationnelles qui essaieraient naturellement de le refermer. Les mêmes matériaux hypothétiques que nous ne savons pas comment créer. De plus, les équations suggèrent que les trous de verre naturels, s'ils existaient, seraient microscopiques, instables et s'effondreraient en une fraction de seconde. Créer et stabiliser artificiellement un trou de verre assez grand pour qu'un vaisseau le traverse nécessiterait manipuler l'espace-temps à des échelles d'énergie comparables à celles présentes pendant le Big Bang. Et il y a des paradoxes causaux. Si un trou de verre relie non seulement deux points dans l'espace, mais aussi deux points dans le temps, comme certaines solutions le suggèrent, alors tu pourrais potentiellement voyager en arrière dans le temps, créant des violations de causalité, des paradoxes du grand-père, des boucles temporelles qui pourraient déchirer la structure de la réalité. Stephen Hawking a proposé la conjecture de protection chronologique, qui suggère essentiellement que les lois de la physique conspirent pour empêcher les voyages dans le temps macroscopique, que chaque fois que tu essaies de créer une boucle temporelle fermée, des effets quantiques créent des boucles de rétroaction qui détruisent le mécanisme qui aurait permis le voyage temporel en premier lieu. Si c'est vrai, alors les trous de verre traversables pourraient être fondamentalement impossibles. Non pas à cause des limitations d'ingénierie, mais à cause de principes physiques profonds que nous ne comprenons pas encore complètement. Pourtant, certains physiciens continuent d'explorer ces idées. Kip Thorne, lauréat du prix Nobel, a travaillé sur la physique des trous de verre traversables dans les années 80. Le physicien Eric Davis a étudié les exigences énergétiques pour diverses géométries exotiques d'espace-temps. La NASA a même financé des études préliminaires sur la propulsion à distorsion via son programme Breakthrough Propulsion Physics dans les années 90 et 2000, bien que le financement ait finalement été coupé. Ces scientifiques ne sont pas des charlatans. Ce sont des physiciens respectés, travaillant dans les marges de ce qui est théoriquement permis, cherchant des échappatoires que nous n'avons pas encore exclus définitivement. Mais aucun d'entre eux ne prétend que ces technologies sont imminentes ou même probables. Ils explorent la physique, cartographient les limites du possible et découvrent généralement à quel point ces limites sont restrictives. Il existe d'autres propositions exotiques. Les bulles de vide, où tu provoques une transition de phase dans le vide quantique lui-même, créant une région d'espace-temps avec des propriétés différentes qui te permettraient de voyager plus rapidement. La manipulation de dimensions supérieures, si elles existent, pour prendre des raccourcis à travers l'hyperespace. L'enchevêtrement quantique pour la transmission d'informations instantanées. Bien que les preuves actuelles suggèrent que l'enchevêtrement ne peut pas être utilisé pour la communication plus rapide que la lumière sans violer la causalité. Chacune de ces idées se heurte finalement aux mêmes obstacles fondamentaux. Exigences énergétiques impossibles. Matériaux exotiques qui pourraient ne pas exister. Instabilité catastrophique. Violation causale. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons, semblent conçues spécifiquement pour rendre les voyages interstellaires pratiques extraordinairement difficiles,
peut-être impossible. Cela nous ramène à une question que les humains se posent depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois. Pourquoi ? Pourquoi l'univers est-il conçu de cette façon ? Pourquoi les distances sont-elles si vastes, les vitesses si limitées, les énergies requises si monumentales ? Il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. La science peut décrire comment fonctionne l'univers, pas pourquoi il fonctionne ainsi. Mais nous pouvons spéculer. Peut-être que l'isolement est une caractéristique, pas un bug. Peut-être que les civilisations ont besoin d'espace et de temps pour se développer indépendamment, sans interférence. Que le contact trop précoce entre des civilisations à des niveaux de développement radicalement différents serait catastrophiquement perturbateur pour la moins avancée. L'histoire humaine est remplie d'exemples de ce qui se passe quand des civilisations technologiquement avancées rencontrent des moins avancées. Les résultats sont rarement bons pour les moins avancés. Exploitation, conquête, destruction culturelle, génocide. Si une civilisation 1 million d'années en avance sur nous arrivait demain, qu'arriverait-il à l'humanité ? Serions-nous même capables de comprendre leur technologie, leur motivation, leur vision du monde ? Ou serions-nous comme des fourmis essayant de comprendre l'architecture urbaine humaine ? Peut-être que l'univers, dans sa structure fondamentale, protège les jeunes civilisations en les isolant jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment matures pour gérer le contact. Les distances cosmiques deviennent un mécanisme de quarantaine, garantissant que seules les civilisations suffisamment avancées pour maîtriser les voyages interstellaires et donc présumablement assez matures pour gérer le contact de manière responsable puissent jamais se rencontrer. Ou peut-être que c'est purement accidentel. Que l'univers n'est pas conçu pour quoi que ce soit, qu'il est simplement le résultat de lois physiques aveugles opérant depuis le Big Bang. Que les constantes qui déterminent la vitesse de la lumière, la force de la gravité, la structure de l'espace-temps sont arbitraires, et nous nous trouvons juste dans un univers où elles ont des valeurs qui rendent les voyages interstellaires extrêmement difficiles. D'autres univers dans un multivers hypothétique pourraient avoir des lois différentes, des constantes différentes. Peut-être que certains permettent des voyages faciles entre les étoiles, peut-être que certains ne permettent pas du tout la formation d'étoiles. Nous habitons celui où nous nous trouvons non pas parce qu'il a été conçu pour nous, mais simplement parce que c'est celui dont les lois physiques permettent notre existence. Le principe anthropique faible suggère que nous observons nécessairement un univers compatible avec notre existence, parce que si l'univers était incompatible, nous ne serions pas là pour l'observer. C'est une tautologie, mais elle élimine le besoin d'un concepteur ou d'un but. L'univers est tel qu'il est, et nous sommes là parce qu'il est compatible avec notre type de vie. Alors, où cela nous laisse-t-il, en tant qu'espèce avec des rêves d'explorer le cosmos, mais confrontés à des limitations apparemment insurmontables ? Nous avons plusieurs chemins possibles vers l'avenir, aucun n'est facile. Tous nécessitent des transformations fondamentales de ce que signifie être humain. Le premier chemin est d'accepter les limitations et de nous concentrer sur la fabrication du système solaire habitable. Il y a une quantité immense de ressources ici. Les astéroïdes contiennent des métaux et des minéraux en abondance. Les lunes de Jupiter et Saturne pourraient avoir des océans souterrains abritant la vie. Mars pourrait potentiellement être terraformé sur des échelles de millénaires. Le Soleil fournira de l'énergie pendant des milliards d'années supplémentaires. Une civilisation véritablement spatiale, pas confinée à une seule planète mais répartie dans tout le système solaire, aurait accès à des ressources et à de l'espace de vie des millions de fois supérieurs à ce que la Terre seule offre. Nous pourrions soutenir une population de billions ou de quadrillions en construisant des habitats dans l'espace, en creusant des lunes et des astéroïdes, en capturant de plus en plus de la production solaire avec des sphères de Dyson ou des essaims. Ce futur ne nous amène pas aux étoiles, mais il nous donne de la place pour grandir, pour expérimenter, pour évoluer d'une manière impossible sur un seul monde. Et cela achète du temps, peut-être des millions d'années, pendant lesquelles nous pourrions développer des technologies que nous ne pouvons pas encore imaginer. Le deuxième chemin est de nous transformer nous-mêmes. Si le problème avec les voyages interstellaires est le temps, les décennies ou les siècles en transit, alors peut-être que la solution n'est pas des vaisseaux plus rapides, mais des voyageurs différents. L'hibernation ou la stase, si nous pouvions la maîtriser,
permettrait aux équipages biologiques de survivre à de longs voyages sans vieillir, sans consommer de ressources, sans souffrir psychologiquement de l'isolement. Certains animaux hibernent pendant des mois avec des dommages minimes. Étendre cela à des années ou des décennies pour les humains nécessiterait des avancées majeures en médecine et en biologie. Mais ce n'est peut-être pas fondamentalement impossible. Ou nous pourrions abandonner complètement la biologie, télécharger la conscience humaine dans des substrats numériques, devenir des êtres post-biologiques pour qui le temps subjectif peut être accéléré ou ralenti à volonté. Un voyage de 50 ans à 10% de la vitesse de la lumière pourrait être expérimenté subjectivement comme quelques heures de conscience active. Le reste du temps passé en stase numérique ou en simulation à vitesse variable. Des intelligences artificielles ou des humains augmentés cybernétiquement pourraient tolérer la radiation, le vide, les forces gravitationnelles qui tueraient les humains biologiques. Ils pourraient se réparer eux-mêmes, remplacer des composants défaillants, survivre indéfiniment dans des environnements qui nous sont hostiles. Cette transformation résoudrait de nombreux problèmes pratiques du voyage interstellaire, mais elle soulève des questions profondes sur l'identité et le but. Si nous nous changeons si radicalement pour survivre au voyage, sommes-nous toujours humains de manière significative? Et si les êtres qui arrivent aux étoiles distantes ne sont pas reconnaissables comme nos descendants, avons-nous vraiment atteint les étoiles? Ou avons-nous simplement créé quelque chose d'autre qui l'a fait à notre place? Le troisième chemin est de continuer à chercher des échappatoires dans la physique, de continuer à étudier, à expérimenter, à repousser les limites de notre compréhension en espérant qu'un jour, nous découvrirons quelque chose que nous avons raté. Peut-être qu'il existe un moyen de générer de l'énergie négative en quantité macroscopique. Peut-être qu'il existe des dimensions supplémentaires que nous pouvons apprendre à manipuler. Peut-être que la mécanique quantique, que nous comprenons seulement partiellement, cache des mécanismes qui permettent des voyages qui semblent impossibles dans la physique classique. Ce chemin nécessite de l'humilité. Reconnaître que notre compréhension actuelle de l'univers, aussi impressionnante soit-elle, est probablement incomplète. Nous avons tort sur des choses fondamentales avant. La physique newtonienne semblait complète jusqu'à ce qu'Einstein montre ses limites. La mécanique quantique a révélé un monde sous-jacent qui viole toutes les intuitions classiques. Peut-être qu'une autre révolution nous attend, mais nous ne pouvons pas compter dessus. Espérer une découverte miraculeuse qui résout tous nos problèmes est une mauvaise stratégie de survie. Nous devons travailler avec la physique que nous connaissons tout en gardant l'esprit ouvert à ce que nous pourrions apprendre. Le quatrième chemin, le plus sombre, est d'accepter que nous pourrions être effectivement confinés au système solaire pour toujours. Que les étoiles que nous voyons resteront toujours hors de portée, belles et intouchables comme des reflets dans l'eau, que notre destin est de vivre, d'évoluer et de finalement périr avec notre Soleil, n'ayant jamais touché un autre système stellaire. Cette possibilité devrait être profondément humiliante. Elle défie notre sens de l'exceptionnalisme humain, notre conviction que nous sommes destinés à nous étendre à travers le cosmos. Mais c'est peut-être la réalité. Peut-être que nous sommes comme les insulaires polynésiens qui ont colonisé le Pacifique, trouvant finalement toutes les îles habitables, puis réalisant qu'il n'y a plus de terre au-delà de l'horizon, seulement un océan sans fin. Si c'est notre destin, alors notre tâche n'est pas la conquête cosmique, mais la préservation. Faire durer notre civilisation aussi longtemps que possible, créer autant de beauté, de connaissances et d'expériences que nous pouvons dans le temps qui nous est alloué. Accepter nos limites non pas avec désespoir, mais avec grâce. Debout dehors cette nuit, lève les yeux vers les étoiles. Ce point de lumière faible, c'est Proxima Centauri, notre voisine la plus proche, à 4,2 années-lumière de distance. À nos vitesses maximales actuelles, 7800 ans pour y arriver. Même avec des technologies optimistes et futuristes, des décennies ou des siècles. Cette étoile plus brillante, c'est Sirius, à 8,6 années-lumière. Cette constellation, c'est Orion, avec Bételgeuse à 640 années-lumière. Une géante rouge qui pourrait exploser en supernova à tout moment dans les prochains 100 000 ans. Un événement que nous pourrions assister depuis la Terre, voyant un nouveau soleil apparaître brièvement dans notre ciel. Chacune de ces lumières est un soleil, avec probablement ses propres planètes, peut-être ses propres formes de vie, peut-être ses propres civilisations, regardant notre soleil comme nous regardons le leur.
se posant les mêmes questions sur la vitesse, la distance et la possibilité. Et toutes pourraient aussi bien être dans un autre univers, en termes d'accessibilité pratique. Les distances qui les séparent de nous ne sont pas simplement grandes. Elles sont conçues pour isoler, pour séparer, pour garantir que si nous voulons nous toucher, nous devrons transformer tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons faire. La vitesse maximale que l'humanité pourra atteindre dans l'espace n'est peut-être pas une question de technologie, mais de volonté. De combien nous sommes prêts à sacrifier? Combien nous sommes prêts à nous changer? Combien de temps nous sommes prêts à attendre? Les lois de la physique établissent une limite absolue à la vitesse de la lumière. Mais bien avant d'atteindre cette limite, nous rencontrons des limites plus douces, plus insidieuses. Les limites de l'énergie, de l'économie, de la biologie humaine, de la patience, du but. Peut-être que la vraie barrière n'est pas la vitesse, mais la signification. Pourquoi aller vers les étoiles si le voyage nous change tellement que nous ne sommes plus nous-mêmes à l'arrivée? Pourquoi dépenser les ressources d'une civilisation entière pour un voyage que personne actuellement vivant ne verra se terminer? Ce sont des questions auxquelles chaque génération doit répondre pour elle-même. Pour l'instant, nous restons ici, sur notre petit monde bleu, regardant vers l'extérieur avec envie et frustration, comprenant plus clairement que jamais à la fois l'immensité de ce qui existe et l'étroitesse de ce que nous pouvons atteindre. Les étoiles ne sont pas indifférentes à notre désir. Elles sont juste lointaines, séparées de nous par une structure d'espace-temps qui ne cède pas à nos ambitions. Et peut-être que c'est la leçon finale, que l'univers ne nous doit rien, qu'il existe selon ses propres règles indifférent à nos espoirs. Notre choix n'est pas de conquérir le cosmos, mais de décider comment vivre dans le cosmos tel qu'il est réellement, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Comment trouver du sens et du but, pas dans la domination d'un univers qui ne peut pas être dominé, mais dans la compréhension, l'exploration, la création et la connexion dans l'espace limité mais précieux qui nous est accessible. Les étoiles resteront là, distantes et belles, nous rappelant à la fois ce qui pourrait être et ce qui ne peut probablement jamais être. Et peut-être que c'est suffisant, savoir qu'elles existent, comprendre notre place parmi elles, continuer à atteindre, même sachant que nous pourrions ne jamais toucher. Parce qu'atteindre est ce que nous sommes. C'est ce qui nous définit en tant qu'espèce. Pas le succès de la portée, mais le fait d'atteindre elle-même. Alors continue à regarder vers le haut. Continue à te poser des questions. Continue à chercher des réponses. Les limites de la vitesse que nous pouvons atteindre sont réelles et peut-être insurmontables. Mais les limites de ce que nous pouvons comprendre, de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons rêver, n'ont pas encore été trouvées. Et dans cette nuit infinie, sous ces étoiles impossiblement distantes, cela pourrait être tout ce dont nous avons vraiment besoin.